Accord entre la France et la Grande-Bretagne, le centre de Sangatte devrait fermer au premier trimestre 2003, les Britanniques s'engageant à durcir leur législation sur l'immigration. Grosse journée de départ sur les routes, même si le pire était pour demain avec une journée classée noire par Bison Futé. Pour contrôler les excès de vitesse, les jumelles radars, plus efficaces et plus faciles d'emploi que les radars classiques. Les préparatifs du 14 juillet, la marine sera bien sûr à l'honneur. L'occasion de vous présenter l'un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque, la Perle des profondeurs. Célébration du mariage royal de Mohamed VI à Rabat, 3 jours de fête populaire. Le roi âgé de 38 ans a épousé une jeune informaticienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, la fermeture annoncée du centre d'accueil des clandestins de Sangatte. Le dossier qui empoisonnait la France et l'Angleterre a trouvé cet après-midi une issue qui satisfait les deux pays. Le ministre britannique de l'Intérieur s'engage à modifier la législation en cours pour ne plus faire de la Grande-Bretagne un Eldorado de l'immigration. Nicolas Sarkozy en retour peut désormais confirmer la fermeture de Sangatte prévue au début de 2003. Dorothée Cochard, Jean-Louis Melin. Sangatte empoisonnait les relations entre Français et Anglais, mais l'entente est de nouveau cordiale, les Français vont fermer Sangatte. Sangatte ou ce centre d'hébergement qui devait être provisoire et qui va pourtant avoir 3 ans en septembre. Ouvert au départ pour une poignée de Kosovars, il accueille aujourd'hui 1400 Kurdes et Afghans, tous ici pour gagner clandestinement la Grande-Bretagne, particulièrement accueillante pour les demandeurs d'asile. Pour les Anglais, le centre de Sangatte attirait les clandestins. Pour les Français, c'était la politique d'immigration anglaise, la fautive. À partir du moment où une nouvelle législation entre en vigueur en Grande-Bretagne, il était naturel, normal et honnête que la France s'engage à en tirer la conclusion et à fermer Sangatte. Concrètement, les Anglais vont donc durcir leur législation et les Français fermer Sangatte, une affaire de quelques mois, mais que faire de ceux qui sont dans le camp? Il s'agirait de distinguer les réfugiés économiques des réfugiés politiques. Autrement dit, les Afghans devraient être renvoyés chez eux avec une aide financière. Les Kurdes verraient leur demande d'asile examinée plus favorablement. Le Haut Commissariat aux réfugiés apporterait aux deux pays ses conseils et une caution morale aussi pour que la fermeture de Sangatte se fasse le plus humainement possible. Ouvert il y a près de 3 ans comme lieu d'accueil provisoire des clandestins, 56 000 d'entre eux sont passés par ce centre géré par la Croix-Rouge depuis septembre 1999. Aujourd'hui, on compte sur place 1400 clandestins, dont 25% d'Afghans et 50% de Kurdes. Dans la région de Calais, les élus locaux se disent plutôt satisfaits, mais restent néanmoins prudents, voire sceptiques. Les associations comme la population pensent que ça ne changera pas grand-chose. À l'évidence, il faut trouver pour les réfugiés les solutions les plus appropriées. La fin de la route est loin. Anne Mourgue, Patrick Wurstorm. Sadic vient d'Afghanistan. Étudiant, il est arrivé ici, nous dit-il, depuis 1 mois. Comme chaque jour, en fin d'après-midi, il quitte le centre de réfugiés pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Et rien ne semble pouvoir entamer sa détermination. Je suis venu ici parce que je risquais ma vie en Afghanistan. Alors, même si le centre ferme, je ne retournerai pas chez moi. Je resterai ici pour aller en Angleterre. Comme Sadic, ils sont des centaines de réfugiés hébergés par la Croix-Rouge dans le centre, Kurdes, Afghans, Irakiens. Pour la Ligue des droits de l'homme, la fermeture du hangar n'empêchera pas les filières mafieuses de prospérer. En annonçant longtemps à l'avance la fermeture, on est en train de préparer vraiment faire le jeu des mafieux qui, eux, s'organiseront beaucoup plus vite que nos gouvernants et notre réglementation, et les gens arriveront toujours quand même à passer. Depuis quelques mois, dans le voisinage, la tension monte. Dégradation, violence, bagarre. Et pourtant, l'annonce de la fermeture du centre est diversement appréciée par les riverains. On le prend avec joie parce que on en a ras-le-bol. Hein. Ils allaient partout, ils allaient dans les bâtiments, ils coupaient les clôtures, ils allaient dans les locaux. Si on les renvoie chez eux, ils reviendront. Comme ils voudront aller en Angleterre, il y a toujours le ferry. Les ferries, il y a toujours le tunnel, mais ils reviendront sans mettre. Voulez-vous qu'ils aillent ailleurs? C'est l'Angleterre qui doit changer ses lois. Ces 2 réfugiés ont fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Si Sangatte ne veut plus d'eux, alors ils affirment qu'ils tenteront leur chance depuis une autre ville.
Ce vendredi de la mi-juillet marque les traditionnelles vagues de départ en vacances, un long flux de voitures pour cette journée classée orange, avant demain où Bison Futé voit du noir dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire entre 300 et 500 km de bouchons cumulés. En fin de soirée aujourd'hui, la sécurité routière avait recensé plus de 50 km de bouchons en Rhône-Alpes et quasiment autant en Île-de-France, et le pire est à venir. Les forces de police mobilisées un peu partout en France ont reçu comme consigne la tolérance zéro, un outil à leur disposition qui existe depuis 2 ans, les jumelles radar, de quoi piéger l'automobiliste en excès de vitesse grâce à un dispositif plus souple que le radar classique et installé n'importe où. L'autre avantage, l'interpellation immédiate du véhicule. Sur la Nationale 13, en Gironde, réputée particulièrement meurtrière car une femme. Vous êtes dans le champ de vision d'une paire de jumelles radar. Vision fugace du point de vue du conducteur, efficace dans l'œil du gendarme. Du viseur, on est capable de voir jusqu'à l'extrémité de la route, là, c'est-à-dire à peu près 350 à 400 mètres. Et donc une petite croix, on vise la plaque, on appuie et puis ça vous donne la vitesse instantanée. Golfe noir 85, golfe noir décapotable 85. Vitesse instantanée suivie d'une interception immédiate. Ce dispositif est parfois plus discret mais surtout plus souple. Il peut être utilisé n'importe où, n'importe quand, quelle que soit la configuration de la route. Fini la ligne droite où on attrape les gens pour des grandes vitesses. Là c'est en ville, dans une courbe. Autant dire là où les excès de vitesse sont très dangereux. Vous venez d'être contrôlé à la vitesse de 100 km/h au lieu de 50 en agglomération. Dans ce cas, la rétention de permis est immédiate, mais tous les excès de vitesse sont relevés. Il vaut mieux verbaliser quelqu'un pour un petit excès de vitesse plutôt que d'attendre un autre jour, qu'il soit surpris par une autre unité à un taux très élevé, mais entre-temps il peut avoir un accident. Les gendarmes ont comptabilisé 21 infractions en l'espace de 3 heures. Les jumelles radars seront très largement utilisées. Le commandant de la compagnie de Langon regrette même de ne pas en avoir quelques-unes de plus. Cette année, depuis janvier, le nombre de morts sur les routes a augmenté de près de 3%. La froideur des chiffres statistiques rend compte avec difficulté de la souffrance des familles qui perdent l'un des leurs sur la route. Mais leur témoignage peut inciter peut-être à davantage de prudence. C'est du moins la raison pour laquelle les proches d'un jeune étudiant de 23 ans tué par un chauffard ivre récidiviste ont décidé de parler. Fanny Auvergne, Sophie Laurent. Bientôt 2 ans que la vie de la famille Pornin s'est arrêtée. Bientôt 2 ans que Rémi a été tué. À la veille des vacances de Noël, sa voiture a été percutée par un chauffard ivre récidiviste. De la personne qui a causé l'accident, 2,88 g. La justice est engorgée, le procès a été reporté et n'a toujours pas eu lieu. Difficile pour la famille de faire son deuil. C'est pas tellement possible de partir sur autre chose tant que tout ça c'est pas terminé. Alors ça veut pas dire qu'à partir du moment où l'affaire va être jugée, ça ira mieux, tout le monde va aller bien, et c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est une étape qui, je pense, est indispensable pour pouvoir avancer. Plus choquant, après 6 mois de suspension administrative et comme le prévoit la loi, le chauffeur a retrouvé son permis, il conduit à nouveau en attendant son procès. Ça commence quand même à changer, mais c'est trop long. Donc le droit de conduire, avec la permission de l'État, et éventuellement le droit de tuer quelqu'un d'autre. L'État ne joue pas son rôle. Il est responsable de la sécurité de ses citoyens et en favorisant un comportement comme cela, en fait, il est laxiste. La famille a porté plainte contre l'État pour laxisme. Elle estime que si la première fois, le chauffard avait été sanctionné sévèrement, il n'aurait peut-être pas recommencé et Rémi serait toujours là aujourd'hui. Du monde évidemment dans les gares, 700 000 voyageurs attendus ce week-end à Paris et 275 TGV supplémentaires, comme à la gare de Lyon où ont tourné ces images. Et pour les parents qui restent à quai, qui n'ont pas la chance de partir en vacances, ils ont la possibilité, comme en avion, de faire voyager leur enfant non accompagné. Omori Guibert et Grégory Vasseur. Sur le quai de la gare Montparnasse, Anton a le pas décidé. Chez les enfants, on appelle cela l'excitation des vacances. Alors Anton, raconte-moi qu'est-ce que tu vas faire là? Monter dans le train. Pour aller où? C'est papy et mamie. Comme lui, ils sont 8, de 4 à 14 ans à embarquer direction la côte atlantique. Un voyage en train et en solitaire, car papa et maman restent sur le quai avec un petit pincement au cœur.
peu comme ça, quoi, un peu angoissé, mais lui pas du tout, donc c'est très bien. Les adultes, comme ça, c'est toujours un peu... Oui, c'est un peu pénible, c'est un peu long là à la fin. Après les adieux, le voyage peut commencer. Tu as l'habitude de partir? En voiture. Mais j'ai pas l'habitude de vivre sans ma maman dans le train. Laisser son enfant partir seul en train, cela existe depuis 26 ans au moment des vacances scolaires. Les parents doivent payer 38 € en plus du billet. Ça, c'est pour les accompagnatrices chargées de faire passer le temps par tous les moyens, dont le classique chant de colonie. Pas de parents sur le dos, des nouveaux amis, la formule plaît aux enfants. On s'amuse bien, on rencontre d'autres personnes, les animatrices sont sympas, donc j'aime bien moi. Et si c'était à refaire, je referais. En fait, je suis fille unique, donc ça apprend à connaître des gens et j'aime bien ça. Et avec les accompagnatrices, le courant passe. C'est rare que les enfants nous laissent pas un coloriage avec marqué pour Aude ou merci pour le voyage. Et ça fait toujours plaisir. Arrivé à Nantes, le terminus pour certains, les familles, prennent le relais. Sur un week-end de grand départ, 3000 enfants voyagent seuls. Ils sont 40 000 tous les ans. Le projet de loi sur l'amnistie voté mercredi dernier par les députés prévoit finalement que certaines contraventions pour stationnement gênant ne seront pas effacées d'un coup d'éponge. Le cadre de cette amnistie des PV est donc plus restreint que prévu. Isabelle Quintard, Yves Juncker. Moi, j'en suis un grand bénéficiaire et je trouve pas ça logique. Illogique, injuste, mais tellement pratique l'amnistie lorsqu'un malheureux papillon se dépose sur votre pare-brise. Mais la joie sera cette année de courte durée. Un amendement au projet de loi d'amnistie a réduit comme une peau de chagrin les faveurs jusqu'ici accordées aux contrevenants. Désormais, plus question d'amnistie pour les stationnements en double file, sur les passages piétons, sur les bandes d'arrêt d'urgence, les places pour handicapés ou bien encore dans les couloirs de bus. L'amnistie ne sera plus accordée aussi facilement, mais sera toujours aussi attendue. On parle de l'amnistie, pendant des mois et des mois, les gens sont vraiment assez, ils font n'importe quoi. Ils se gardent n'importe où, ils se mettent n'importe où. Ils savent qu'ils vont être amnistiés, donc... Une consolation pour les fautifs, l'amnistie s'appliquera même si vous avez oublié l'horodateur et même si vous avez garé votre voiture sur un emplacement gênant mais non dangereux, exemple les entrées d'immeubles ou les places de livraison. Dernière condition, pour en bénéficier, il faut avoir commis toutes ces infractions avant le 16 mai 2002, 16h30, très précise. La Cour d'appel de Paris a donc libéré hier Magali Guillemot, reconnue par 2 fois, en première instance puis en appel, coupable de coups mortels envers son bébé. Elle bénéficie d'une remise en liberté exceptionnelle en attendant la décision de la Cour de cassation. Magali Guillemot qui a décidé de parler davantage qu'elle ne l'a fait lors du procès. Dominique Verveillant. Elle fut la première surprise. Magali Guillemot avoue qu'elle est une exception judiciaire, 2 fois condamnée et par 2 fois une décision de remise en liberté après ses procès. Oui, je comprends qu'elle peut choquer et effectivement c'est bien ça qui me donne un espoir supplémentaire et qui me redonne aussi la force de vraiment me battre pour mon innocence parce que je sais que c'est une décision extrêmement particulière. Mais vous êtes une innocente condamnée 2 fois, donc oui. Ça veut dire que les jurés populaires se sont trompés 2 fois? Bien sûr, oui. Oui, tout à fait. C'est pas parce que j'ai été condamnée que je suis coupable. Je suis innocente, les jurés sont trompés 2 fois. Est-ce qu'on doit être condamné parce qu'on ne pleure pas? Est-ce qu'on n'a pas d'émotion parce qu'on ne pleure pas? C'est quand même, ça me semble aberrant. Je veux dire, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est réellement touché par quelque chose. C'est pas parce qu'on pleure pas. Je suis introvertie. Et effectivement, dès que je suis agressée, je me bloque complètement. Donc ma personnalité, mon image ont complètement joué en ma défaveur, mais est-ce que ça fait de moi une coupable? Tu reprends ton travail lundi? Mais c'est génial ça aussi, d'une certaine manière. Un travail qui a plaidé en faveur de sa remise en liberté. Un livre plaidoyer écrit à 4 mains et l'annulation de sa condamnation constituent ses principales préoccupations. Il y a une double douleur, déjà d'être accusé pour quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est le pire. Je veux dire, des horreurs sur un nouveau-né, je veux dire... Je pense qu'il n'y a pas pire, je souhaite à personne de se retrouve face à une accusation à tort comme ça. C'est vraiment un cauchemar. J'irai jusqu'au bout pour moi, mais aussi pour la mémoire du petit. Lubin est mort et je lui dois la vérité que j'ai fait paraître dans le livre. Et je me bats aussi pour lui et pour sa mémoire.
Magali Guillemot, innocente de la mort de son fils Lubin, seul un troisième jury populaire peut répondre à cette question. La sécurité alimentaire bien malmenée avec la découverte d'hormones de croissance interdites contenues dans de la nourriture à destination des porcs, mais également dans des boissons. Une filière qui part de la Belgique et dont la contamination susceptible de rendre stériles les consommateurs touche plusieurs pays européens. Laurence de Cherf. Dans cette limonade belge ont été décelées à plusieurs reprises des traces d'une hormone de croissance. Interdite au sein de l'Union européenne depuis plus de 10 ans, la MPA a été retrouvée dans 3 échantillons sur 21. Si, à très forte dose, elle peut rendre stérile, les teneurs décelées ne présenteraient pas de danger pour la santé. Nous ne voulons pas gêner l'enquête en cours. À ce jour, les boissons rafraîchissantes ne sont plus en circulation. Il n'y a pas de danger sanitaire. Et si c'était le cas, nous donnerions immédiatement l'information. Mais pour l'heure, laissons la police mener son enquête. Retrouvée dans la limonade, cette hormone de croissance a également été décelée chez plus de 10 000 porcs. Ce bétail néerlandais, vendu dans 8 pays d'Europe, a été contaminé par son fourrage. Entre limonade et alimentation pour les porcs, un point commun, du sirop de glucose fabriqué par une même entreprise belge. Face à cette contamination, l'Europe a immédiatement réagi. Les Pays-Bas ont bloqué 300 fermes, seuls 200 porcs ont été importés en France. Ils ont tous été saisis avant d'être consommés. Au chapitre économique, Francis Mer, le nouveau ministre des Finances, envisage une hausse des tarifs d'EDF. Pour l'instant, Matignon n'a pas tranché, mais il semblerait qu'à partir du 1er août prochain, EDF applique une hausse de 2,6%. Autre déclaration du ministre de l'économie, l'hypothèse plus que probable de privatisation à l'automne, si bien sûr le marché s'y prête. Parmi les premières entreprises qui passeraient dans le privé, Air France et la SNECMA. Martin Gouès. EDF en route vers la privatisation partielle. L'un des symboles du service public devrait ouvrir son capital au privé. Dans un marché boursier en berne, les petits porteurs sont partagés. Si c'est une affaire bien gérée, étant donné quand même tout ce qui est installé par EDF, au bout d'un certain temps, ça devrait être encore plus rentable que maintenant. Et déjà, c'est assez rentable, puisque souvent le gouvernement a pris dans la caisse d'EDF pour assurer des échéances. Quand on voit France Télécom qui a été introduite à 28 €, on l'a retrouvée à 8,80 la semaine dernière. Honnêtement, ça ne donne pas envie de racheter la privatisation aujourd'hui. EDF, ce sera le dossier le plus difficile à négocier. Francis Mer, le ministre des Finances, aimerait également que l'État sorte du capital du Crédit Lyonnais et qu'il privatise la SNECMA, le constructeur de moteurs d'avion, et cela dès l'automne prochain. L'État français a besoin d'argent. Bon. Et que pour le moment, une façon simple de boucler les fins de mois, c'est d'essayer de vendre des choses. Un peu d'argenterie, comme on l'on dit. Si les marchés repartent à la hausse à l'automne prochain, sans EDF, les privatisations rapporteraient près de 10 milliards d'euros. La valeur totale d'électricité de France serait-elle de 80 milliards? Tout dépendra donc de la part que le gouvernement cédera au privé. Et puis à l'instant, les résultats du baccalauréat 2002, 78,8% de réussite, ce sont des chiffres provisoires qui nous arrivent à l'instant, donnés par le ministère de l'Éducation nationale. Au Maroc, les célébrations du mariage royal de Mohamed VI ont commencé ce soir et dureront 3 jours. Prévues initialement à Marrakech en mars dernier, ces festivités avaient été différées. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le mariage est un événement populaire et au grand jour. Le roi âgé de 38 ans épouse une jeune informaticienne. Dorothée Lyrique, Dominique Bonnet. Le roi a décidé d'associer le peuple à son mariage selon la tradition alaoui. Ces femmes, vêtues de vert, célébreront leurs noces aux côtés des époux royaux. Je suis très heureuse d'être venue ici et d'être bientôt présentée au roi. C'est quelque chose de fabuleux, d'incroyable. C'est comme un rêve de se marier dans le palais royal. Pour les femmes, c'est un conte de fées. Logées dans un hôtel 5 étoiles, elles sont habillées, maquillées, coiffées, aux frais du royaume bien sûr, et la plupart sont issues de milieux extrêmement modestes. 200 couples vont donc se marier dans le palais royal, à côté d'un souverain qu'ils vénèrent. Déjà, ils rêvent à un autre Maroc. On espère que le roi va donner plus de droits à nous, les femmes. Le mariage de Mohamed VI et de Salma Ben Ami fait figure ici de révolution.
Installé sur le trône depuis 3 ans, le souverain marocain qui respecte et aime les fêtes ancestrales n'a pas hésité à bouleverser bien des coutumes, en commençant par rendre public le visage et la vie de sa belle épousée. Pour la presse marocaine, ces photos étaient qualifiées de message de modernité du roi à toutes les femmes marocaines. Son grand-père a été le premier à sortir sa fille sans voile et sans djellaba en 1945. Et lui, il a une relation assez spéciale avec son grand-père. Et donc je pense qu'il réédite un peu l'acte de son père. Si le roi du Maroc emprunte à sa famille un état d'esprit, son discours bien sûr va beaucoup plus loin dans l'ouverture de son royaume. Malgré les discours d'ouverture et de modernité, les Marocains ne verront sans doute pas ce soir l'épouse du roi Mohamed VI. En revanche, il leur sera proposé un programme de groupes folkloriques, de feux d'artifice, des festivités dans la plus pure tradition marocaine. En Italie, la police a arrêté 9 personnes supposées appartenir au réseau d'Al-Qaïda. Ce groupe aurait fourni des faux papiers à certains des terroristes du 11 septembre. Cette annonce intervient alors que l'Italie est en alerte maximum contre une attaque terroriste, à l'exemple de Venise où des mesures de sécurité ont été renforcées au point que les gondoles sont désormais fouillées. En Irlande du Nord, 100 000 personnes assistent au défilé orangiste. De très importantes forces de police ont été mobilisées pour ce cortège qui célèbre la victoire protestante de Guillaume d'Orange contre les catholiques. Une voiture piégée a été désamorcée. On craint de violents échauffourées. L'armée a pris position aux abords du quartier catholique. Plusieurs heures d'un défilé réglé comme du papier à musique sur les Champs-Élysées dimanche prochain, avec pour thème officiel le bicentenaire de la Légion d'honneur et la création de l'école militaire américaine de West Point et de Saint-Cyr. Parade militaire et patrouille de France, puis le défilé de l'armée de terre, les dernières répétitions, Mélanie Marulaz et Thierry Breton. Tôt ce matin, ils avaient les Champs-Élysées pour eux tout seuls. Ces jeunes cadets de West Point, l'élite de l'armée américaine, ont beau être en reconnaissance, ils en prennent plein les yeux. C'est incroyable. J'ai toujours voulu voir Paris et mon rêve se réalise. J'ai hâte de me balader, de rencontrer des gens. Je suis vraiment très contente. Invitée d'honneur de ce 14 juillet, la prestigieuse Académie militaire américaine fête cette année ses 200 ans. Pas de droit à l'erreur pour les West Pointers, ils ouvrent la marche, talonnés par leurs homologues de Saint-Cyr. Retrouvailles pour la répétition générale sur la base aérienne de Villacoublay. Pour ces 2 élèves officiers, ce sera une grande première dimanche. C'est notre première fois avec les sabres et les autres choses. Et, how do you say split in half here? Yeah. Et séparés, c'est notre première fois de faire ça. Alors, je pense que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Près de 4000 civils et militaires battront en fanfare le pavé parisien ce week-end. Plus de 80 motos et 260 véhicules défileront au pas cadencé. Depuis des mois, ils répètent. Maintenant, plus qu'une seule angoisse pour les organisateurs, la panne. Donc, vous voyez là derrière moi, vous avez des véhicules de dépannage. Et à chaque répétition, on simule des pannes de véhicules. C'est-à-dire qu'ils sont immédiatement pris en compte et remplacés par un autre véhicule, de façon à ne pas gêner le déroulement normal du défilé. Ils ont donc tout prévu, même la météo. Dimanche matin sur Paris, on attend des éclaircies et pas de pluie. Le 14 juillet avec le traditionnel défilé qui sera donc ouvert, on vient de vous le dire, cette année par les cadets de West Point, la plus célèbre académie militaire des États-Unis. Une célébration qui marque les 200 ans d'existence de cet institut où ont pu pénétrer nos correspondants Pascal Golomer et Tristan Lebras. Il en est ainsi avant chaque déjeuner depuis 200 ans. Comme pour rappeler aux 4000 cadets de West Point que l'armée américaine c'est d'abord une affaire de discipline et de tradition. Cette discipline que Will Weich a eu bien du mal à accepter lorsqu'il est arrivé à l'académie. Difficile de passer du cocon familial à l'immense réfectoire, vaste comme une cathédrale. Mais après 4 années d'études intensives, il ne regrette pas son choix, fier d'avoir rejoint une élite au passé prestigieux. C'est vraiment une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir dire qu'on sort de la même école que le général Grant ou Eisenhower. C'est un honneur de succéder à de tels personnages. Tradition militaire donc, mais avec un programme de cours de plus en plus éclectique. Ça montre un peu ce qu'il voulait faire des... Les amateurs d'art peuvent même commenter les œuvres impressionnistes en français s'il vous plaît. West Point, ce n'est plus seulement une école de guerre, c'est une université où les étudiants ne s'accordent aucun droit à l'erreur.
4 ans d'efforts et une dernière parade. Celle qui marque la remise des diplômes devant les familles réunies. Encore la tradition. Tous et toutes doivent à présent servir 5 ans sous les drapeaux. C'est le prix à payer. Leur affectation dépend de leur rang à la sortie de l'académie. Heureux d'en avoir fini avec sa vie de cadet, Will Weich, lui, a choisi une unité du génie, dans le Kansas. Il est devenu un jeune homme exceptionnel. Son séjour à West Point l'a transformé. Restera-t-il dans l'armée au terme de ses 5 ans? Will ne le sait pas encore. Après tout, West Point, c'est aussi une excellente carte de visite pour entrer dans les entreprises ou dans l'administration. Les troupes françaises à l'honneur le 14 juillet, en particulier la marine, fleuron de la flotte des sous-marins, la Perle, l'un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque, un lieu ultra secret, mais pour l'occasion de la fête nationale, Stéphane Bretner et Philippe Turpot ont pu embarquer à bord. Alerte, alerte, centrale parée à plonger. Lentement, le sous-marin de 3000 tonnes s'incline et entame sa descente. Au périscope, un marin s'assure qu'aucun obstacle ne se trouve dans le sillage. La phase d'immersion est réglée comme du papier à musique. En quelques minutes, nous atteignons 150 mètres de profondeur. Suivant ce qu'on cherche, on va soit descendre profond pour écouter très bien, soit revenir à l'immersion périscopique, par exemple pour acquérir un certain nombre d'informations. On va toujours chercher le meilleur endroit pour écouter. Écouter, c'est ici un métier à part entière. Casques vissés sur la tête, on les appelle les oreilles d'or. Ils sont 2 à l'affût des bruits qui entourent le navire, même à des kilomètres. Il y a des crevettes, des poissons, des grands poissons, des dauphins. C'est comme si on est dans l'eau et on entend et on classifie toutes les manifestations acoustiques. Nous atteignons maintenant les grandes profondeurs, moins 300 mètres. Malgré la pression de l'eau, la Perle file à près de 50 km/h grâce à sa propulsion nucléaire. Pour atteindre le réacteur, il faut passer plusieurs sas avant d'arriver au compartiment arrière. Là, 4 personnes veillent à la bonne marche des machines. Une voie d'eau, une fuite radioactive, ce sont eux qui gèrent le danger. On anticipe tout. On sait que nos automatismes sont assez performants, donc c'est pas une angoisse, c'est une vigilance. Mais sinon, les probabilités nous montrent que le risque est assez faible. Les 73 marins à bord sont entraînés à vivre 3 mois dans ces couloirs minuscules. La plus grande pièce, la cafétéria, fait 10 mètres carrés et les chambres de 10 ou 15 personnes ne servent vraiment qu'à dormir. Pour les affaires personnelles, tout est regroupé ici. Donc, vous voyez, la place, c'est pas gigantesque. Qu'est-ce qui vous manque le plus? L'air pur et l'espace, se balader tranquillement. L'air pur, l'espace, un luxe rare. L'atout majeur de ce sous-marin, c'est sa discrétion. Dans ses missions de protection des navires ou d'attaque, la Perle peut rester 1 mois et demi sous l'eau sans jamais remonter à la surface. Alors, à l'heure de rentrer au port, après 90 jours de mission, les esprits se lâchent un peu. Les 73 sous-mariniers vont rester 6 mois à terre avant de prendre un nouveau départ. L'histoire mérite que l'on s'y arrête, celle de ce Tahitien qui a dérivé pendant 4 mois à bord d'un petit bateau de pêche. On était sans nouvelles de lui depuis sa panne de moteur qui s'est produite à la mi-mars au large d'Haïti. Caroline Boisson. Seule sa famille y croyait encore. 4 mois sans nouvelles. Le pêcheur était parti pour la journée. Il va en fait dériver sur 1200 km. On a beaucoup prié. Mais en tout cas, on savait qu'il allait revenir. Le 17 mars dernier, Rayo Awa part pêcher au large de Tahiti. Une panne de moteur, il ne peut plus rentrer. Pendant 120 jours, seul sur son petit bateau, il ne compte que sur sa ligne et son harpon pour survivre. Il a plu et j'ai pu récolter beaucoup d'eau en économisant pour ma survie. Je buvais petit à petit, jour après jour. La Marine nationale l'a recherché pendant 2 semaines, en vain. Dans quelques jours, à sa sortie de l'hôpital, Rayo Awa retrouvera les siens à Tahiti. Du sport avec un nouveau contrat de 2 ans pour Youri Djorkaeff qui a re-signé avec le club de football anglais de Bolton.
Et puis le Tour de France avec la 6e étape, près de 200 km entre Forges-les-Eaux et Alençon. C'est l'Allemand Eric Zabel qui a remporté l'épreuve. Dans le peloton, Richard Virenque qui s'est blessé hier et qui n'a pas abandonné. À Nathanaël de Rinxin, Nadine Picard. 24 heures après sa chute, Richard Virenque est toujours en course. Cet après-midi, il est arrivé à Alençon avec le peloton. Épuisé par cette nouvelle étape, le coureur français est immédiatement allé se réfugier dans le bus de son équipe. C'était comme prévu, il a un peu mal, mais après une dizaine de kilomètres, c'était beaucoup mieux. Donc il a passé une journée sans grande difficulté. Ce matin, au départ de l'étape, Virenque n'en faisait pas mystère. Cette journée, il comptait la passer au chaud, bien à l'abri dans le peloton. Les premiers coups de pédale peut-être seront un peu durs ce matin, mais en tout cas, ce qu'il faut que je me dise, c'est que la condition est vraiment là, donc il ne faut pas gamberger avec ça. Cette image de Virenque frottant son genou entre Soissons et Rouen semble désormais un mauvais souvenir. Cet après-midi, le quintuple, le meilleur grimpeur du Tour, a pédalé sans problème pendant 200 km. Prudent, lors du ravitaillement, il s'est bien gardé d'aller chercher sa musette. Aujourd'hui, Virenque a surtout cherché à récupérer en prenant bien soin de ne pas se retrouver en queue de peloton, là où les chutes sont les plus fréquentes. Aujourd'hui, de nombreux coureurs se sont une nouvelle fois retrouvés à terre. À 25 km de l'arrivée, un accrochage spectaculaire a même impliqué plusieurs équipes. Derrière cet enchevêtrement de vélos, Alexandre Scheffer, le Kazakh, est le plus gravement touché. Ce soir, il est encore hospitalisé. À Alençon, le peloton est arrivé groupé et c'est Eric Zabel, l'Allemand, qui s'est imposé au sprint. L'Espagnol Igor González de Galdeano, lui, voit toujours la vie en jaune. C'est ce soir que s'ouvrent les Francopholies de La Rochelle avec Henri Salvador comme invité d'honneur. Apparemment, le ciel est plus clément que l'an passé où le très mauvais temps avait amené les organisateurs à annuler son concert. Henri Salvador que nous retrouvons en direct dans un instant. Mais d'abord, les derniers préparatifs avant l'ouverture. Christophe Hérault, Christophe Vignal. Il faudrait quand même que j'y arrive à faire ce putain de La Rochelle. Le rire d'Henri Salvador pour conjurer le sort. L'an dernier, son concert à La Rochelle fut annulé pour cause de tempête. Alors évidemment, Jean-Louis Foulquier, l'organisateur des Franco-Récidives, il le voulait et il l'aura, son concert d'Henri Salvador. Salvador, c'est la vie. On m'a fait voir une photo, là, on dirait deux vieux papés sur un banc en train de parler de pétanque. Et je me dis, attends, bon, il y a 25 ans de plus que moi. Hein. Ah ouais, je veux les faire, quoi. Je veux les faire. Si c'est ça, je veux les faire, quoi. Que le chanteur des rues fasse attention, une fausse note, et il fera pleuvoir. Car la dépression est sur Nord-Gascogne et les bateaux rentrent au port. Mais trêve de météo, passons à la musique. Les Franco se parfumeront ce soir aux senteurs jamaïcaines et africaines de Yannick Noah. 12 ans déjà que l'ex du tennis a remplacé la terre battue par le plancher des salles de concert. Même solitude avant l'épreuve, mais la trouille n'est pas la même. J'ai toujours le trac, ça c'est un truc à chaque fois que j'arrive sur une scène où je suis le centre de l'attention, j'ai toujours ce trac. Mais au niveau du concert, d'un concert, c'est pas du tout la même intensité, quoi. Je dirais au pire je me plante, quoi, mais je meurs pas. Kawaii et parapluie ou parasol et bermuda, l'attirail des 100 000 festivaliers présents cette semaine doit être complet. C'est parti pour 98 concerts de chansons en bord de mer. Henri Salvador, bonsoir. Dans quelques minutes, bonsoir, vous serez. Merci. Dans quelques minutes, vous serez sur scène. Aucun risque, le temps s'est mis de la partie? Ah non, 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 le bon Dieu est avec nous et m'a garanti une très belle soirée. Et je suis ravi que ce soit vous, parce que ça fait un moment que je voudrais vous voir. C'est très gentil. J'ai l'impression que le bon Dieu est avec vous depuis longtemps. Vous avez reçu cette semaine une distinction presque unique, un disque de diamant qui récompense votre carrière. Ça donne le vertige, une formidable satisfaction. Eh bien écoutez, je suis comblé. Vraiment, je ne sais plus quoi demander. J'espère que ça va s'arrêter là parce que je suis débordé maintenant. Débordé de cadeaux. En plus, j'ai vous. Quelle merveille. Bon, en dehors de vos déclarations qui me font très plaisir, nous en tout cas on vous aime vraiment, on vous le montre. Et vous êtes la plus grosse vente européenne.
Jusqu'à présent, oui, j'ai l'impression, oui. Et puis alors, ce soir, il y a un monde fou, ils sont charmants, il y a beaucoup de jeunes, et je suis plein d'enthousiasme, j'espère que je vais faire un beau boulot et qu'ils vont me récompenser avec des applaudissements que vous méritez d'ailleurs aussi. Puis-je me permettre de vous demander votre âge, Henri Salvador? 85 ans, oui. Alors je crois que c'est bientôt votre anniversaire. C'est bientôt, c'est dans 6 jours, Alors, malheureusement, vous ne serez pas là. Non, alors je vais vous souhaiter un excellent anniversaire par ces voies de direct. Est-ce que cette année sera peut-être plus calme sur le plan des tournées? Je préfère que ce soit calme. Vous savez, je n'ai plus l'âge à ce que ce soit fait. Vous savez, mais je suis un calme maintenant. Non, ça on vous croit pas. On vous croit pas. Si, je suis. Merci de... Votre rire est communicatif. Quelle est votre philosophie de vie, Henri Salvador? Je suis né optimiste et je crois que je mourrai optimiste. C'est l'optimisme et c'est ma façon de vivre. Et l'amour, votre secret? Pardon? L'amour, c'est votre secret? L'amour. L'amour. Évidemment. Vous vous rendez compte? Bien, excellente soirée. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. À bientôt, Henri Salvador. J'étais ravi de vous revoir. Merci. Au revoir. Si comme les enfants sages, vous rêvez d'images, les rencontres d'Arles sont incontournables puisque pendant l'été, la ville vit au rythme des expos photos. 2 expos sélectionnés par Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin. En Arles, pour échapper au soleil qui est parfois un peu trop chaud, vous pouvez opter pour la formule pied dans l'eau, mais je vous conseillerais plutôt la visite des expos photos. Outre le fait qu'il y fasse frais, ça ne manque vraiment pas d'intérêt. Tenez, regardez le boulot d'un gars nommé Joseph Koudelka. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est devenu célèbre en photographiant les événements de Prague. C'était en 68, il avait 30 ans et un regard brûlant. L'autre expo à ne pas manquer, même si par hasard le soleil s'était caché, elle est intitulée Here is New York. C'est une exposition qui s'est montée en 15 jours en hommage aux tours jumelles, en faisant un appel à des professionnels et à des amateurs pour qu'ils amènent soit des photos de l'événement, mais également des photos qu'ils ont prises des tours jumelles avant leur explosion. Chaque image, scannée puis imprimée, est présentée de manière anonyme et sans encadrement. Chose à dire, ça laisse un peu sans voix. Plus qu'une expo, c'est tout à la fois un témoignage, un mémorial. Il y a combien de photos en tout? 6000, je crois, à ce moment. Et ces photos sont à vendre? Oui, elles sont à vendre sur l'Internet pour 25 $ chacun. Ça, c'est pour les victimes. Vous en avez vendu beaucoup déjà? À peu près 50 000 photographes. Très impressionnant, parce que si le local de l'expo est petit, l'expo, elle, est très forte. Si vous êtes assoiffé de clichés, Arles mérite vraiment un petit arrêt. Ici, pendant l'été, entre ombre et lumière, il y a vraiment de quoi se désaltérer. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. Un week-end extrêmement chargé sur les routes. 20h55, votre soirée polar, avec la crime, suivie d'avocats et associés. 1h05, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Demain, 13h, Laurence Ostolaza. Et on se quitte avec ces images du manuscrit original de la Javanaise, une chanson composée par Serge Gainsbourg en 1962, prix du précieux feuillet, près de 34 000 €. En dansant la Javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour